va bien. 1, 2, 3, bonsoir. Alors bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver comme d'habitude, toujours nombreux. C'est donc la closing party de la saison littéraire ce soir. Et là je vous ai choisi deux beaux énergumènes dans leur genre, chacun dans leur genre, que vous allez voir dans un duo auteur-éditeur pour une sortie, pour une avant-première du Dictionnaire amoureux du Japon. Nous sommes donc les premiers à le présenter, il n'est pas encore en librairie. C'est un beau bébé tout chaud qui est sorti hier de l'imprimerie quasiment, qui est arrivé chez notre libraire Blaise, ici présent, et que vous aurez le plaisir de découvrir à travers les propos de nos deux intervenants, et bien sûr en allant vous en rapprocher davantage en fin d'entretien. Donc c'est notre dernière conversation secrète, qui ne sont plus beaucoup puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir. J'ai grand plaisir aujourd'hui à recevoir et Jean-Claude Simoen et Richard Colas, parce que j'ai assisté, j'allais dire pendant l'été, au travail commun de l'éditeur et de l'auteur et à la très grande connivence de ces deux-là. Pourtant, deux sacrés caractères, l'un comme l'autre. L'un est donc le fondateur de cette collection prestigieuse, le Dictionnaire amoureux, qu'il a créé il y a 20 ans. Il a drivé plus de 130 auteurs, et pas des plus faciles. Je pense à Yann Kefelec, je pense à Pivot, je pense à Kersozon, je pense à Yann Kefelec, je pense à Ruffo, je pense à Enthoven, je pense, enfin beaucoup, puisque la collection, effectivement, ils vont vous l'expliquer, le principe de la collection, c'est que c'est l'inverse d'un dictionnaire classique. C'est-à-dire c'est un dictionnaire qui se doit d'être amoureux, personnel et donc éminemment subjectif. C'est ainsi que donc Jean-Claude Simoen, ici présent, créateur de cette collection, a donc, par l'entremise d'amis dont nous raconte l'histoire, rencontré Richard Colas. Donc Richard Colas, qui est un monsieur sérieux, hein, pas tant que ça, mais qui a donc dans la vie réelle un job qui n'est pas n'importe lequel, puisqu'il dirige Chanel depuis 23 ans, c'est le patron de Chanel Japon. C'est un monsieur qui travaille dans le luxe depuis longtemps, puisqu'il a importé ou apporté Givenchy au Japon. Il a transformé cette entreprise de parfum en une entreprise également de vêtements, de haute couture. Et puis effectivement, Chanel, la famille Wertheimer, est venue vous chercher pour vous occuper des affaires de Chanel, et progressivement, vous avez grimpé les échelons jusqu'à être la plus longue présidence de ce groupe familial dont vous restez extrêmement proche. Donc je vais bientôt leur laisser la parole, mais comme justement ce soir je vais être frustrée puisque ce sera un duo auteur-éditeur, je partage d'abord avec vous cette présentation. Donc Richard, vous allez le découvrir, a fait un dictionnaire qui est certes amoureux, plein d'entrées sont tout à fait passionnantes, mais on passe aussi bien par l'entrée, j'allais dire, sushi bento, que par l'entrée geisha, où on découvrira pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont en plus de nous, hein, parce que c'est quand même très instructif. On va passer par des entrées, j'allais dire, bruyantes, comme l'entrée Carlos Ghosn, qui nous a d'ailleurs attiré l'attention sur le Japon, que finalement on ne connaît pas si bien que ça. On passera par des entrées aussi comme celle plus dramatique du tsunami par lequel le pays a été touché le 11 mars 2011. On parlera bien évidemment, puisqu'on a deux êtres là éminemment cultivés, de littérature, des classiques, de littérature également française, qui s'est risquée à parler du Japon. Exercice j'allais dire périlleux, sur lequel vous avez hésité un moment, puisque d'ailleurs la préface de votre livre, je vais vous laisser la parole là-dessus, commence par cette phrase: « Celui qui sait se tait ». Messieurs, à vous la parole. Alors, d'emblée, il faut que je vous explique que les rapports entre un auteur et un éditeur, c'est pas un match de boxe. D'un côté, il y a l'éditeur, poids lourd ou poids plume, et de l'autre côté, il y a l'auteur. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a simplement un rapport de complicité, de connivence, et quand cette autorité naturelle que représente l'éditeur s'installe, évidemment la complicité, par voie de conséquence, prend de plus en plus d'importance. Dans le cas de Richard Colas, cette complicité
s'est mué très vite en amitié. Et le parcours extrêmement sympathique, entrée après entrée, certains disent occurrence après occurrence, s'est passé dans des allers-retours qui a duré quand même, pour donner naissance à ce dictionnaire vraiment amoureux du Japon, à 4 années d'allers-retours incessants. Et le boulevard que nous avons emprunté à la fin de l'impression de ce livre s'appelle tout simplement l'amitié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je fais une petite incise dans ton discours, j'en ferai peu. Richard dit même dans sa préface, ça n'est pas tant un contrat avec Plon que j'ai signé, mais c'est une histoire d'amour avec Simone. Mais ça, on le découvrira à la lecture. Alors, on va commencer par un mot qui peut éventuellement déranger, qui est une entrée xénophobie. Alors pourquoi xénophobie? Parce que Richard, évidemment, voulait trouver à X une entrée qui puisse correspondre. En japonais, c'était peut-être un peu compliqué, donc le mot xénophobie a été retenu d'emblée. Alors pourquoi xénophobie? Tout simplement parce que pour le japonais, l'étranger, c'est l'autre, forcément, mais ce n'est pas uniquement pour les Japonais, mais plus particulièrement peut-être pour le peuple japonais. Il ne faut pas mélanger, et il ne faut pas croire un atome de seconde que le japonais est raciste. Il est simplement, il a du mal à supporter l'étranger, qu'il appelle le gajin. Mon cher Richard, une explication peut-être plus importante que ce que je suis en train de suggérer. Il suffit de réfléchir à la géographie. Vous savez que le Japon est très loin de toute terre habitée. C'est un charme d'île. On croit que le Japon est un pays d'Asie. Ça n'est pas un pays d'Asie, c'est un pays en Asie. C'est tout à fait différent. Et les personnes qui voyagent par exemple en Chine et qui ensuite vont au Japon s'en rendent compte immédiatement. Donc le Japon est isolé et le Japon s'est isolé. Le Japon s'est fermé à toute influence étrangère, toute influence extérieure, pendant près de 300 ans, quand les Tokugawa, qui ont pris le pouvoir dans les années 1600, en 1637 exactement, ont décidé que pas un étranger ne mettrait le pied, pas un gaijin ne mettrait le pied au Japon. Et d'ailleurs, il y a un mot que les Japonais utilisaient, mais qu'ils ont maintenant arrêté d'utiliser. Quand vous arriviez à l'aéroport et que vous passiez l'immigration, il y avait d'un côté les services d'immigration pour les Japonais, de l'autre côté, il y avait les services d'immigration pour aliens. Vous vous rappelez sans doute le film Alien? Ben voilà, on ressemble à des aliens, on est des aliens pour les Japonais, c'est-à-dire des animaux étranges, des animaux qui ne peuvent pas apporter du bien. Et d'ailleurs, en ce moment, on s'en rend compte, le Japon s'est fermé comme une huître, est revenu à sa fameuse époque de ce qu'on appelle le sakoku, cette fameuse fermeture du Japon, dont je parle d'ailleurs également dans qui a duré quelques siècles. Qui a duré 280 ans, jusqu'à ce que les navires du Commodore Perry viennent obliger les Japonais à s'ouvrir, parce que les Américains avaient besoin d'une base au Japon, déjà à l'époque, mais pour se ravitailler en charbon et en eau, pour pouvoir amener leurs bateaux jusqu'à la Chine, et aller chercher en Chine et aller dépouiller la Chine de tous ses biens. Voilà, donc effectivement, je n'ai jamais ressenti au Japon de racisme en soi, c'est-à-dire que ma couleur de peau n'a jamais gêné les Japonais. Encore que quand je suis arrivé au Japon il y a 50 ans, je croisais des petites filles dans la rue qui regardaient mes yeux bleus et qui partaient en disant ça me fait mal au cœur. Mais tu n'avais pas les cheveux blonds. J'avais les cheveux blonds, bien sûr. Ah, aussi. Alors, bien sûr, les cheveux blonds. J'ai perdu pas mal de cheveux au Japon, comme vous pouvez vous en douter. Les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus, mais c'était surtout les yeux bleus qui les dérangeaient parce qu'elles n'avaient jamais vu d'yeux bleus de leur vie. Et maintenant, ça a bien sûr changé parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers au Japon. Donc, si vous voulez, la xénophobie, c'est ça en fait, c'est le rejet de ce qu'on ne comprend pas. Ça n'est pas du tout du racisme. Et d'ailleurs, je n'ai jamais de ma vie au Japon senti d'ostracisme. Peut-être parce que j'ai tout fait pour m'intégrer aussi, bien entendu. Je te cite, c'est dans ton livre, à la page, très précisément à la page 1213, la xénophobie intelligemment tempérée au quotidien apparaît au grand jour aussitôt qu'un étranger prétend s'immiscer dans la culture locale. Alors, cette entrée nous amène évidemment immédiatement à un sujet qui peut fâcher au Japon, qui aurait pu d'ailleurs fâcher le Japon sur le plan tout simplement mondial, c'est l'arrestation
d'un homme d'affaires, et pas n'importe lequel, bien évidemment. Il a bousculé toute l'actualité politique, financière et fiduciaire, c'est l'arrestation de Carlos Ghosn. Oui, alors Carlos Ghosn arrive au Japon au tournant du XXIe siècle, et avant de bousculer par le scandale qu'il a eu, il a d'abord bousculé les habitudes, je dirais, le ronronnement des entreprises japonaises, en décidant que Nissan allait se moderniser. Autrement dit, qu'on allait écouter des cadres plus jeunes et pas seulement les anciens, qu'on allait décider des promotions au mérite et non pas à l'ancienneté, qu'on allait qu'on allait publier ce qu'on allait faire, qu'on allait dire ce qu'on allait faire et qu'on le faisait. Et donc l'establishment japonais a été pas mal secoué par ça, mais ça a ouvert les yeux au Japon qui s'est dit mais on peut peut-être aussi travailler autrement. Et puis il y a eu bien entendu 20 ans plus tard ce scandale dont vous avez tous entendu parler, vous avez tous vu à la télévision, tous lu parce que les médias s'en sont emparés. Mais entre ça, entre ces deux moments, il y a un Carlos Ghosn qui était d'abord complètement implanté au Japon avec sa famille et qui était tombé amoureux du Japon. Et moi j'ai eu la chance je dis bien la chance, de fonder avec Carlos une amitié qui s'est basée sur une petite chose qu'on a faite. Je l'avais invité, j'étais le président de la Chambre de commerce française du Japon, et nous avions pour coutume d'inviter tous les dirigeants français qui arrivaient au Japon à un petit déjeuner. On m'avait dit non, vous ne le verrez pas, il est absolument impossible à toucher. En fait, je lui avais téléphoné et il avait tout de suite accepté de venir. Et puis, quand je le raccompagne après ce petit déjeuner à sa voiture, je lui dis est-ce que vous connaissez le Japon? Il dit bon, je suis venu quelques fois, mais non, pas vraiment. J'ai dit écoutez, si ça vous fait plaisir, je vous emmène dans un boui-boui, mais je vous emmène pas dans ces grands restaurants japonais de 3 étoiles, ces sushis qui font la une des télévisions mondiales et qui sont en fait pas si bons que ça. J'en parle d'ailleurs. Je vous emmène dans un vrai boui-boui et je vous emmène manger du fugu, ce poisson qui a la réputation d'être empoisonné, de boire du poisson. Il faut peut-être fournir l'explication. Pourquoi le poisson? C'est le foie du poisson. Parce qu'il y a une partie, pas le foie, mais une partie du foie du poisson qui contient de la strychnine. Et comme vous le savez, la strychnine tue. Alors elle tue lentement, elle tue en quelques heures et de façon atroce puisque c'est une contraction du muscle qui se fait petit à petit. Mais c'est un plat à haut risque alors? Non, alors c'est pas un plat à haut risque aujourd'hui parce que, il est interdit d'en manger, et deux, il y a une licence pour avoir l'autorisation de découper le fugu sans aller toucher le foie. Mais en fait, moi j'ai eu le privilège de goûter le foie et de goûter le foie jusqu'à la partie du lobe où il y a un peu de strychnine. Et en fait, vous vous retrouvez comme avec une piqûre quand on vous retire une dent, vous savez. Pendant un moment, j'ai eu la lèvre qui pendait parce qu'elle était totalement insensible. Vous savez bien que tu étais un homme qui prenait tous les risques. Oui, j'étais jeune et con, et pardonnez-moi l'expression, mais c'est une chose que j'avais faite. Bref, mais pour revenir à Carlos Ghosn, donc je l'emmène manger ce fugu. On est assis sur un tatami par terre, sur une petite table. On mange le fugu dans tous ses états. Et ceci a constitué la base de l'amitié que nous avons créée tous les deux. Alors je ne dirais pas qu'on se voyait tous les jours, qu'on dînait ensemble tous les jours, mais on se voyait de temps en temps, on se renvoyait des petites balles de service, qui étaient des tout petits services. Et donc, quand il a été arrêté, de façon ignominieuse, il faut que vous sachiez ce que vous avez vu à la télévision n'est pas la réalité. En fait, Carlos est arrivé à 3h de l'après-midi avec son avion. Il est allé dans le salon où normalement on regarde votre visa, etc. Et c'est dans le salon que les procureurs sont venus le chercher. Et en fait, toutes les chaînes de télévision du monde ont vu ce qui a été monté après. C'est ces procureurs qui montent dans un avion qui est éclairé comme une lanterne japonaise. Et on dit l'arrestation de Carlos Ghosn se passe en ce moment au milieu de la nuit, au début de la nuit, quand il arrive, c'est fou. Donc on a rejoué la mise en scène. On a rejoué la mise en scène et c'était la première mystification sur énormément de mystifications. Alors, je ne sais pas si Carlos est coupable ou pas coupable. Mais comme vous le savez, dans nos pays et dans nos grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et au Japon, la présomption d'innocence n'existe pas. C'est la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que vous êtes coupable et c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas coupable. Et c'est fait de façon ignominieuse. Je veux dire, les procureurs japonais, moi j'ai rencontré un procureur japonais qui m'a dit un jour « Je suis le Japon ».
Imaginez, je suis le Japon. Vous me direz, notre système judiciaire français, avec des juges qui font un peu n'importe quoi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner au Japon. Mais voilà, Carlos Ghosn donc, se retrouve en prison, et moi je trouve ça révoltant. Et ce que je trouve révoltant, c'est en fait que toute cette communauté française d'affaires, qui rêvaient tous d'avoir une relation avec Carlos quelques mois plus tôt, qui auraient tous adoré qu'une photo soit prise avec eux, se sont mis soudain à entrer dans le jeu des procureurs japonais et à le déclarer coupable avant qu'on sache s'il était ou non, et avant qu'un procès équitable lui soit donné. Et donc, voilà. Quand il est sorti de prison, ma femme et moi l'avons eu souvent à la maison, nous avons dîné avec lui. Moi, je l'ai revu, ma femme avait quitté le Japon pendant un moment, je l'ai revu seul, et je peux vous dire que Carlos était prêt à se défendre en disant « je veux un procès équitable ». Et ce qui s'est passé, c'est qu'on lui a interdit de voir sa femme. Il ne pouvait lui parler qu'en présence d'un avocat et d'un procureur. Imaginez que vous êtes en train de parler à votre femme et que vous avez un avocat d'un côté, un procureur de l'autre qui écoute tout ce que vous dites, pardon. C'est intime. Pardon ? C'est intime. Oui, bien sûr, l'intime. Et on lui a interdit de voir sa femme à Noël, il y a 2 ans, donc. Et c'est là qu'il a décidé de partir de la façon rocambolesque que nous connaissons. C'est un James Bond meilleur que tous les James Bond qu'on a pu voir. Rocambolesque et spectaculaire. Voilà, alors maintenant il est au Liban. Pour la petite histoire, je lui avais dit, je vais écrire une entrée sur toi. Et il m'avait dit, tu fais ce que tu veux. Et je lui ai dit, mais je te l'enverrai par courtoisie. Et il m'a dit, je ne te ferai aucun commentaire. Et je lui ai répondu, non, tu ne me fais aucun commentaire, parce que bien entendu, je mets ce que je veux dedans. Mais ce que je te demanderai, c'est juste de vérifier la véracité des faits, des dates, des chiffres, puisqu'il y a quand même quelques chiffres sur l'état de Nissan, etc., et la relation entre eux. Voilà. Donc, je lui ai envoyé, il l'a lu. Je lui ai téléphoné quelques semaines plus tard parce qu'il ne m'a pas répondu. Et il m'a dit, écoute, je ne te fais aucun commentaire, mais c'est exactement ce que j'aurais pensé que tu écrirais. Et puis il m'a dit une chose qui m'a touché, il m'a dit, je l'ai fait lire à mes enfants. Et pour lui, ses enfants sont extrêmement importants. Le jugement de ses enfants, le regard de ses enfants sur lui, c'est extrêmement important. Et il m'a dit, mes enfants ont beaucoup aimé ton entrée.